Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tour d'Europe. Je suis ravi de vous accueillir pour cette toute nouvelle émission qui, vous vous en doutez, va tourner autour de l'Euro, la compétition qui débute ce vendredi. Voici le sommaire. Dans la première partie, on parlera de l'Allemagne, premier adversaire des Bleus durant la compétition en phase de groupe. La palette tactique, Joachim Löw et la Mannschaft ont vécu des derniers mois compliqués, notamment depuis la lourde défaite subie face à l'Espagne en novembre dernier. Depuis, le sélectionneur allemand a peut-être trouvé des solutions, en tout cas des pistes pour remettre l'Allemagne sur le droit chemin. On verra ça en première partie. En deuxième partie, le focus, on parlera du Portugal. Le Portugal qui a remporté son dernier match de préparation avant le début de la compétition, 4-0 face à Israël. Alors on se posera une question très simple. Le Portugal, le tenant du titre, est-il prêt pour la compétition? Pour répondre à cette question, on ira voir Alexandre Ribeiro du média Trivela. Troisième partie, on parlera évidemment des Bleus avec des supporters. Fabien Tosolini, le membre des Irrésistibles français, qui a retrouvé l'équipe de France au Stade de France mardi lors de France-Bulgarie et qui va tenter tant bien que mal de suivre l'équipe de France durant la compétition. On en parlera avec lui en troisième partie d'émission. Vous connaissez le programme, alors c'est parti. Dans la palette tactique cette semaine, on va s'attaquer à un gros morceau. L'Allemagne, premier adversaire des Bleus à l'Euro, ce sera mardi prochain. L'Allemagne qui a vécu des derniers mois plutôt compliqués sur le plan du jeu, notamment depuis cette lourde défaite subie face à l'Espagne 6-0. Voici l'équipe qui avait pris l'eau, on peut le dire, face à l'Espagne en novembre dernier. Pourquoi l'Allemagne, pourquoi la Mannschaft avait complètement perdu pied face à la Roja? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, les couloirs sur le plan défensif. On avait deux joueurs relativement inexpérimentés, en tout cas au très très haut niveau. Philippe Max, qui est un joueur du PSV Eindhoven, et Matthias Ginter, qui lui, pour le coup, est un défenseur central de formation et qui évidemment avait beaucoup moins de réflexes et d'automatisme sur le couloir droit. Voilà, ça c'était la première raison. Donc en phase offensive, on avait des joueurs qui étaient relativement hauts et l'Espagne avait pu exploiter très facilement ces deux zones-là via ses ailiers, notamment Ferran Torres, côté droit, qui avait été particulièrement bon. L'autre problème, c'est un problème qu'on a revu d'ailleurs en finale de Ligue des Champions avec Manchester City, c'est qu'on a des joueurs qui naturellement ne sont pas des vrais chiens au milieu de terrain. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gratteurs de ballons, ce ne sont pas des joueurs qui vont récupérer beaucoup de ballons. On a plutôt des joueurs qui font le jeu, qui ont l'habitude de faire le jeu par leur qualité de passe. Gundogan évidemment, Kroos, aussi Goretzka. Je parlais de Gundogan parce que Pep Guardiola avait choisi de le positionner devant la défense en finale de Ligue des Champions et on a vu que ça a été très compliqué pour lui. Ça avait déjà été compliqué face à la Roja et du coup, sur des phases offensives, on avait aussi un autre espace au cœur du jeu où l'Espagne, par sa qualité au milieu de terrain, avait réussi à exploiter ces zones-là en phase offensive et sur des contres ou sur des attaques rapides, avait tout simplement réussi à déborder l'Allemagne. Voilà pour les problèmes qu'a pu rencontrer l'Allemagne ces derniers temps. Comment Joachim Löw a tenté de les résoudre? Eh bien, on l'a vu ces derniers temps, essayer en tout cas de mettre en place un 3-4-3. Voici l'équipe qui a largement battu la Lettonie cette semaine 7-1. Vous me direz, la Lettonie n'est pas l'Espagne et vous aurez bien raison. Face à un adversaire, il est vrai, faible, Joachim Löw a tenté de mettre en place ce système pour notamment avoir plus de solidité sur le plan défensif. Comment? Eh bien, regardez, Ginter, qui était sur un poste de latéral, retrouve un poste de central beaucoup plus naturel. Hummels, ça c'est très important, on va en reparler, avec Müller, qui eux étaient bannis de la sélection, qui ont été rappelés. Et du coup, on retrouve trois joueurs qui non seulement sont des spécialistes du poste en défense, mais qui surtout sont plutôt sur une bonne lancée. On pense notamment à Rudiger qui a totalement été relancé par Thomas Tuchel. Donc on a des joueurs qui sont dans leur milieu naturel, si je puis dire. Sur les côtés, on replace des joueurs qui eux aussi ont été très performants. On pense à Gosens qui avec l'Atalanta a réussi à une excellente saison. Et Kimmich qui lui, bien évidemment, a été repositionné au poste de milieu récupérateur avec le Bayern, mais qui à l'origine avait évolué sur le couloir droit. Donc tout cela a permis d'avoir une ligne défensive beaucoup plus solide
et surtout de protéger ce duo-là, on l'a dit, Kroos-Gundogan, qui ne sont pas vraiment des joueurs qui récupèrent beaucoup de ballons, en tout cas qui font beaucoup de pressing, qui sont plutôt portés sur le jeu offensif. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, on a parlé du retour d'Hummels qui pourrait être essentiel pour la solidité défensive de l'Allemagne. On peut aussi parler du retour de Müller. Et avant d'évoquer l'aspect offensif, on peut toujours rester sur le plan défensif. Pourquoi ? Parce que Müller, par son volume de course, il est capable de se déplacer sur toute la largeur et de faire ce premier rideau défensif. Ce que ne faisaient pas ces trois attaquants-là. Werner, tout simplement parce qu'il a plutôt l'habitude d'aller dans l'axe, et Gnabry et Sané, qui sont des ailiers de formation et qui ont évidemment beaucoup moins l'habitude de faire les efforts défensifs, notamment dans une équipe de possession comme le Bayern. On revient donc à notre 3-4-3. On l'a dit, Müller, essentiel pour ses courses. Et sur le plan offensif, il y a autre chose qui est intéressant, c'est qu'on a Havertz qui finalement pourrait avoir un rôle qui ressemble un petit peu à celui d'Antoine Griezmann en équipe de France, c'est-à-dire que lui est capable aussi de se balader sur toute la largeur et que donc tous les ballons offensifs pourraient passer par lui et ensuite par son jeu de passe, par ses appels, par sa vision de jeu. Là-dessus, Kai Havertz pourrait être l'homme clé finalement offensivement pour la Mannschaft. Deux problèmes en revanche pour cette formation en 3-4-3. Le premier, il est ici. Pourquoi ? Parce que Kimmich, c'est peut-être le meilleur joueur de cette équipe d'Allemagne, et qu'en le replaçant sur son poste d'origine, c'est-à-dire latéral droit, et bien finalement, Joachim Löw risque de minimiser son influence. Pourquoi ? Parce que Kimmich, il pouvait être très important ici aussi. D'abord défensivement, ça c'est évident. Aussi parce qu'il a une vraie capacité à trouver des ouvertures par son jeu long. Par de longues transversales, on le voit souvent au Bayern, on l'a aussi vu en Allemagne. Et là, Kimmich est particulièrement précieux. Donc, le replacer côté droit, c'est finalement le limiter à une zone latérale et qui sera, pour les Bleus, mais aussi pour tous les autres adversaires de l'équipe d'Allemagne, beaucoup plus facile à limiter. Ça, c'est le premier point négatif. Le deuxième point négatif, c'est que de mettre Thomas Müller en attaque, Thomas Müller, c'est un excellent joueur, c'est un joueur qui est capable de marquer et de faire des passes, mais ce n'est pas un buteur naturellement. Et donc parmi ces trois joueurs-là, vous n'avez aucun véritable joueur de surface. Vous avez des joueurs qui peuvent être complémentaires, qui peuvent être à l'aise notamment dans les combinaisons, dans les petits espaces. En revanche, quand il s'agit de mettre de la présence ici, c'est un petit peu plus compliqué. Surtout si on demande à Thomas Müller de faire les efforts défensifs. Thomas Müller, il ne peut pas être au four et au moulin, même si son volume de jeu est exceptionnel. Voilà ce qu'on a vu face à la Lettonie. Évidemment, il y a du mieux, il y a des axes d'amélioration, il y a des choses encourageantes pour Joachim Löw, mais sur le papier, cette équipe d'Allemagne est évidemment beaucoup moins prête que l'équipe de France. Tout ça sera à confirmer mardi prochain pour le premier match de ces deux équipes à l'Euro. Dans le focus cette semaine, on va parler du Portugal, troisième adversaire de l'équipe de France en phase de groupe de l'Euro. Et pour en parler, on reçoit Alexandre Ribeiro du média Trivela. Alexandre, bonjour. Bonjour. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Alexandre, le Portugal a remporté son dernier match de préparation face à Israël hier soir, mercredi soir, 4-0. Alors ma première question, elle est très simple. Est-ce que le Portugal est prêt pour la compétition ? Après, il y a des points sur lesquels on peut dire qu'ils sont prêts, notamment en termes d'effectifs. On n'a pas eu de pépins physiques ces derniers jours. Les joueurs qui sont revenus un peu plus tard en raison de leur participation aux finales européennes sont là. On a eu Gonçalo Guedes aussi qui a été touché par le Covid ces dernières semaines, qui est bien de retour. Donc le groupe est prêt et quantitativement le groupe est prêt. Après sur le terrain, je pense qu'on aura le temps d'en revenir, mais sur le terrain il y a encore des incertitudes, des choses sur lesquelles il y a encore des axes de progression. Mais oui, le groupe est prêt. Et puis la victoire
contre Israël a permis aussi de rassurer un peu tout le monde et de se mettre en confiance à 5 jours maintenant de l'entrée en lice. Tu me parlais de l'effectif. Sur le papier, beaucoup disent que c'est la meilleure génération de l'histoire, devant même celle des Figo et Rui Costa. Est-ce que pour toi c'est véridique? Est-ce qu'on parle vraiment de la meilleure génération de l'histoire de la sélection portugaise? C'est toujours un peu dur de se positionner là-dessus. Les avis sont assez différents. Il y en a qui diront toujours qui auront même tendance un peu à un petit peu surestimer la génération 2004 qui était excellente, mais je pense que la génération actuelle a peut-être plus d'individualités fortes et plus d'individualités qui jouent dans des grands clubs. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément en 2004. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait des grands noms qui permettaient de, 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 de faire rayonner cette sélection. Et c'est vrai que 2004 marque un vrai tournant dans l'histoire de la sélection portugaise parce que sur ce début des années 2000, donc 2004, j'inclus aussi 2006 avec une bonne campagne en Coupe du Monde. C'est vrai que on a l'impression qu'on est devenu une vraie nation qui existe à l'échelle mondiale et surtout européenne. Mais c'est vrai que cette génération-là actuelle, elle est peut-être individuellement meilleure que celle de 2004 et peut-être donc sur le papier peut-être meilleure et comme je l'ai dit, il y a plus de joueurs qui jouent dans des grands clubs. Donc je pense que c'est assez significatif de la qualité individuelle de chacun. Maintenant, est-ce qu'elle est meilleure? Je pense que c'est sur le terrain qu'on le verra. Est-ce qu'elle joue mieux que 2004? Je ne suis pas sûr. Et c'est sur le terrain qu'on verra. Donc on aura l'occasion de le voir durant le mois qui arrive, quoi. Transition toute faite. On évoquait évidemment des joueurs comme Cancelo, comme Ruben Dias, comme João Félix aussi, une génération nouvelle qui vraiment a intégré le 11. Maintenant, on peut parler du jeu. On se souvient de 2016. Le Portugal n'a pas vraiment fait le spectacle en 2016 malgré ce titre. On a la sensation quand même qu'il n'y a pas eu de véritable évolution dans le jeu depuis 2016. Pourquoi, selon toi? J'ai l'impression qu'il y a eu déjà une évolution sur le système défensif. Je nous trouve, ça va faire peut-être rire certains parce que on avait l'image d'une équipe très solide défensivement, mais je nous trouve plus solide défensivement qu'en 2016. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est créé, notamment avec la paire Ruben Dias-Pepe qui fonctionne super bien avec notamment Danilo qui est juste au-dessus, qui forme un peu un triangle de joueurs très solides, très défensifs et très réguliers en sélection. Et du coup, il y a cette solidité défensive qui a été créée. Je pense que c'est là-dessus que Fernando Santos a concentré ses travaux après la Coupe du Monde 2018, qui reste un échec pour le Portugal. Et donc, on arrive à cet Euro 2020 avec une vraie solidité défensive et des vraies garanties sur le plan défensif. Maintenant, c'est vrai qu'offensivement, en termes de jeu, d'utilisation du ballon, il y a encore beaucoup de choses à revoir. On sait d'ailleurs toujours pas comment utiliser certains joueurs. On a des joueurs très forts qui sont des vraies fortes individualités. Je pense à Bruno Fernandes, à Bernardo Silva et même à Cristiano Ronaldo qu'on a l'impression de ne pas les utiliser dans les meilleures configurations possibles. On sait que Bruno Fernandes est un joueur qui adore la verticalité. On veut en faire la pièce maîtresse du jeu portugais. Ça a encore été le cas hier soir, enfin mercredi soir. Et, euh, et on a l'impression que voilà, des joueurs comme Bernardo Silva, des joueurs comme João Félix, qui sont des joueurs qui adorent recevoir le ballon dans les pieds, c'est pas forcément ce qui va le mieux pour un joueur aussi vertical que lui. Donc on a cette sensation-là que le dispositif n'est pas encore finalement... Il n'y a pas un 11 type qui se dégage réellement. On a encore deux, trois incertitudes sur le 11 type. Et surtout, on a l'impression que les différents profils ne sont pas parfaits pour jouer ensemble malgré la qualité de chacun qui est indéniable. Tu parlais de Cristiano Ronaldo, il sort d'une saison qui est bonne sur le plan strictement statistique, un peu moins sur le plan collectif. On a aussi l'impression que c'est un petit peu pareil finalement en sélection, qu'il arrive un petit peu moins à se fondre dans le collectif qu'essaye de construire Fernando Santos. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses qu'il est encore l'homme de la situation pour le Portugal? Moi, je suis d'accord avec les deux. Je pense qu'il est encore l'homme de la situation. Tu sais, au Portugal et même dans les supporters
Portugais qui vivent en France, il y a beaucoup de débats autour de sa légitimité à être titulaire en sélection parce que beaucoup considèrent que le Portugal joue mieux sans lui. Et on a eu l'occasion de le voir par le passé que quand Cristiano Ronaldo n'était pas là, c'est vrai qu'on avait des joueurs qui étaient peut-être plus libérés, peut-être Face à la Croatie notamment. plus mobiles, notamment, mais plus mobiles, il y a eu plus d'enchaînement, De fluidité. de relations qui se sont créées entre les joueurs qu'on peut ne pas retrouver avec Cristiano Ronaldo. Maintenant, c'est vrai que son côté clutch player qui lui permet de marquer, de marquer les buts dans les moments décisifs, je pense au match contre l'Espagne où il met un triplé au match d'entrée en Coupe du Monde, des moments comme ça, il n'y a que lui qui les crée. Donc c'est un joueur que ça soit la Juve ou le Portugal ou même le Real Madrid à l'époque, c'est un joueur quand tu l'as à ta disposition, c'est difficile de s'en passer quand même. Ça reste mon avis, il y en a plein qui ne le partagent pas, mais ça reste difficile de s'en passer. Maintenant, je pense que la grosse problématique, ça va être. Je pense qu'il faut partir du postulat que Cristiano Ronaldo va jouer, sera titulaire, sera capitaine, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, la grosse difficulté, c'est comment le mettre dans les meilleures conditions, comment réussir à créer un jeu avec lui et pas forcément, pas obligatoirement autour de lui, en fait. Parce que là, encore hier, on a l'impression par certains moments que quand Cristiano Ronaldo demande la balle, Cristiano Ronaldo reçoit automatiquement la balle, alors que parfois, l'aura qu'il a auprès des adversaires pourrait permettre de créer des espaces et justement, on pourrait profiter de ce travail des appels qu'il fait et de la concentration que mettent les adversaires sur son cas. Donc, on n'arrive pas à trouver encore ce compromis et on est encore un peu en transition entre l'équipe qui essaye de jouer pour Cristiano Ronaldo, certains qui essayent de faire un peu plus que de jouer que pour lui. Et il y a encore ce dilemme devant avec des joueurs comme André Silva, par exemple, qui, quand il est aligné avec Cristiano Ronaldo, on a l'impression qu'il est totalement sevré de ballon et que Cristiano Ronaldo attire tous les ballons sur lui en fait et ça peut poser problème pour des joueurs comme ça. Donc ouais, il y a plusieurs problématiques à mettre en avant avec Cristiano Ronaldo et je pense que ça sera dans le système offensif, ça sera le point central de la réussite ou non du Portugal à l'Euro. Dernière question, le Portugal va rencontrer l'équipe de France pour son 3e match. Toi qui as une vue un petit peu globale, qui sais ce qui se dit au Portugal, est-ce que les Bleus font peur aussi? En fait, je pense que les Bleus sont un très bon argument en fait, en fait, si tu veux, la position du Portugal, elle est très claire et elle est partagée par tout le monde. On n'est pas favori de la compétition parce qu'il y a les Bleus, justement, parce que la France est la grande favori. On a vu d'ailleurs la déclaration de José Mourinho à ce niveau-là où il disait que la France est capable de mettre l'équipe A, l'équipe B, l'équipe C et d'être compétitive. Donc, que ça serait je sais pas quel terme il a employé, mais on va dire une faute Un professionnelle échec. de ne pas, ouais, un échec de ne pas gagner. Donc, une pression immense. Et en fait, je pense qu'au Portugal, on essaye quand même de mettre cette pression-là qui pourrait être sur nos épaules en tant que tenant du titre. Mais on essaye de mettre cette pression-là justement sur la France en disant non, mais de toute façon, la logique voudrait que ça soit la France qui gagne. Mais à côté de ça, le discours, il est clair et net auprès des joueurs, des supporters et surtout de l'entraîneur, c'est qu'on y va pour garder le titre et pour gagner. Mais dans cette position d'outsider, en fait, on évite de se mettre dans le rôle du favori parce qu'on préfère dire que c'est la France le favori, mais pour autant, on va essayer d'aller chercher le titre et c'est clairement l'objectif. Et, euh, je pense que si tu demandes à n'importe quel joueur ou n'importe quel entraîneur s'il signe pour une demi-finale, je pense qu'il n'y en a aucun qui signe. Le but, c'est vraiment de garder le titre et d'aller au bout, quoi. Mais cette position de la France, elle nous sert plus qu'autre chose, en fait, en termes de communication. Bon, ça a le mérite d'être clair. Merci beaucoup Alexandre, on te souhaite évidemment un bon Euro. Merci beaucoup, à vous aussi. Nous de notre côté, on va rendre visite aux irrésistibles français et à Fabien Tosolini dans la 3e partie de notre émission. Dans Fans Corner ce jeudi, je reçois un irrésistible français, un éminent membre du groupe de supporters de l'équipe de France, Fabien Tosolini. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Fabien, tu étais mardi au Stade de France pour le match France-Bulgarie. Ça faisait une éternité, en tout cas plusieurs mois, que l'équipe de France n'avait pas eu droit à ses supporters. Raconte-nous finalement comment tu as vécu ces retrouvailles avec les Bleus.
D'abord, un vrai plaisir de retrouver nos Bleus dans notre maison, hein, parce que c'est vrai que le Stade de France c'est devenu maintenant notre maison, même si on aime aussi de temps en temps aller voir l'équipe de France en province. Ça a commencé très tôt pour moi, parce que pour le coup, en plus, il y avait quelques soucis de transport pour rentrer le soir, donc il a fallu venir très tôt au Stade de France pour garer sa voiture, hein. À 8 heures du matin, j'étais déjà au Stade de France, assurer sa journée de travail, et puis revenir ensuite pour 18 heures pour à la fois retrouver les copains qu'on n'a pas vus depuis plus d'un an et demi, se remémorer les dernières aventures, la Moldavie en déplacement, qui a été finalement notre dernier déplacement après la fin finalement de l'aventure bleue pendant toute la période de la pandémie. Et puis ensuite, gérer nos membres, parce qu'on était plus de 300 quand même pendant tout le match. Et donc, du coup, c'était les retours de la distribution de la billetterie, mettre en place le matériel, et puis commencer à chauffer les voies, les mains. Et puis voilà, 21 heures, entrée des joueurs. Fin du match, on a fait ce qu'on a pu, on a vraiment tout donné. Je pense que le retour télévisuel a été très bon par rapport à ce que nous, on a pu vivre. Finalement, on s'est dit, c'est un peu moyen, mais finalement, c'était même très bien, parce qu'on a quand même vécu un match avec des contraintes, faut le dire, hein, c'est pas parfait, c'était pas comme avant, mais on avait aussi le souci d'être responsable parce qu'on savait qu'on avait bénéficié finalement d'une grosse dérogation. Et on savait qu'on devait être assis normalement, on savait qu'on devait être séparé d'un siège, on savait qu'on devait porter le masque, présenter un pass sanitaire, on savait tout ça. On savait aussi que si on se comportait bien, on aurait pu montrer à tous ceux qui décriaient les supporters acteurs des matchs de foot, on a pu montrer qu'on était responsable et que ça pouvait fonctionner. Et je pense aussi aux copains des groupes de clubs qui vont commencer à préparer la rentrée de Ligue 1 et de Ligue 2 dans les stades. On a montré, voilà, on a joué le jeu, on a montré qu'on était responsable, on a montré qu'on pouvait faire de l'ambiance. Et puis voilà, c'était une vraie fierté de retrouver le stade, un vrai plaisir de retrouver le stade et vraiment une vraie fierté de pouvoir être, de montrer qu'on était capable de faire les choses correctement en respectant les contraintes qui nous sont forcément dues, qui sont dues forcément à la pandémie. Fabien, tu l'as dit, ça a été un vrai plaisir pour toi de retrouver l'équipe de France mardi. Est-ce que tu sais, à quelques jours seulement du premier match des Bleus à l'Euro, si tu vas pouvoir les suivre finalement durant la compétition? C'est une vraie bonne question. Alors, on sait qu'on pourra les suivre pour le premier tour, pour les matchs de premier tour, parce que même si on n'est pas encore complètement certain de tout ce qu'on nous demandera, notamment en Allemagne, où on a découvert hier qu'il va falloir mettre en place et présenter à l'entrée du stade un test PCR ou antigénique négatif du jour du match. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra même pas le faire en France et ensuite partir. Il va falloir vraisemblablement que ceux qui sont présents fassent un test antigénique en Allemagne. Vous voyez, ça, c'est la dernière nouveauté. Alors ça, on sait que pour l'Allemagne et pour la Hongrie, on est en capacité d'y aller. La vraie interrogation, c'est ensuite. C'est d'abord, comment vont se qualifier l'équipe de France? Est-ce qu'on aura des billets? Parce qu'il faut savoir que plus personne n'a aucun billet pour les matchs à élimination directe. Donc ça veut dire que quand la billetterie va se réouvrir, parce qu'on suppose et on espère tous que la France se qualifie, eh bien, il va falloir se ruer sur les billets. Est-ce qu'on sera prioritaire? Nous qui suivons l'équipe de France partout depuis des années, est-ce qu'on sera prioritaire ou pas? C'est une première question. Donc, est-ce qu'on aura des billets? Est-ce que les conditions qui seront appliquées par le pays qui nous recevra nous permettront en fait d'assister à ce match? Est-ce qu'il faudra par exemple peut-être un visa pour aller à Saint-Pétersbourg? Est-ce qu'un simple test PCR de 72 heures sera suffisant pour Séville? Et puis il y a aussi la grosse inquiétude, c'est quand même pour Londres, où aujourd'hui on sait encore qu'on est en orange et que pour l'instant on a l'obligation d'une quarantaine. Et donc, pardon, mais si on apprend que le 4 jours avant, nous sommes qualifiés pour la finale et qu'on doit faire une quarantaine avant de pouvoir assister au match, le match sera terminé, qu'on ne sera pas encore sorti d'Angleterre. Donc, y a quand même des vrais sujets. Et c'est vrai que la multiplication des sites, donc cet euro à 12 villes, fait que ça complexifie encore plus notre organisation.
Et pour le coup, faut saluer quand même nos membres qui, depuis 5 mois, travaillent tous les jours sur le sujet, parce que tous les jours, ce qui est vrai à 8 heures du matin, ne l'est plus à midi. Et donc, on est toujours obligé de changer les choses, de prévenir nos membres et de leur dire attention, on a changé, les choses ont changé, pensez maintenant à bien prendre ceci, pensez à bien prendre cela. Et c'est quand même une vraie galère. Ouais, on imagine. Fabien, je voudrais aborder le sujet du jeu avec toi en tant que supporter. On a beaucoup parlé du jeu de l'équipe de France ces derniers mois. Évidemment, il y a eu un grand changement pour cette liste avec l'arrivée et le retour plutôt de Karim Benzema. Est-ce que l'équipe de France que tu as vue sur ces 2 derniers matchs de préparation te plaît? Est-ce qu'elle te plaît dans le jeu? Alors, ce serait honnête de dire oui, totalement. Après, ce que l'on sait aussi dans ces matchs de prépa, c'est que c'est aussi des matchs de prépa et qu'il y a forcément encore quelques tests. Moi, j'aime bien cette formule et ce dispositif. Après, c'est vrai qu'on a maintenant, et on ne parle que de Karim Benzema. Moi, je trouve que c'est très exagéré. Je pense qu'on est sur une équipe avec 11 joueurs. Je pense que chacun doit faire son boulot. On a bien vu d'ailleurs contre la Bulgarie que Olivier, quand il rentre, il claque 2 buts. Voilà. Alors que tout le monde l'imagine au fond du trou. Il arrive, il sort, il en met 2. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, une équipe avec 3 attaquants et Karim à la pointe, mais Olivier qui rentre à la 45e parce que les autres équipes auront été usées par le travail qui aura été fait pendant les 75 premières minutes et puis qu'Olivier rentre et finisse le boulot. Je pense que nous, on a toujours, et moi je fais partie de ceux qui ont toujours fait confiance aux sélectionneurs. Ça m'a plutôt bien réussi. Hein. J'ai quand même pu fêter avec les Bleus à Moscou leur titre de champion du monde. Donc je me dis quand même que il n'a pas eu faux hein, sur cette schéma tactique et cette sélection. On peut regretter parfois que c'est un peu, c'est pas un football champagne, mais c'est aussi ça, le foot. L'important à la fin, c'est assez drôle, mais l'important à la fin, comme disent les footballeurs, souvent c'est les 3 points ou la victoire. Même si c'est pas toujours très rayonnant, moi ce que j'aime, c'est gagner. Moi ce que j'aime, c'est avec Hugo Lloris quand il est sur le perchoir et qu'on est à 5 mètres de lui, j'aime porter avec lui la Coupe du Monde quand il est sur le perchoir contre la Hollande. Voilà, moi j'aime ça, j'aime le foot, j'espère qu'on pourra avoir une équipe de France rayonnante, mais voilà, ça dépend pas de moi, ça dépendra du choix tactique et ça dépendra de l'implication des joueurs. Tu parlais de confiance. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'équipe de France est favorite, ou en tout cas fait partie des favoris pour le titre. Est-ce qu'il y a aussi, alors loin de moi l'envie d'attirer le mauvais œil, est-ce qu'il y a aussi un petit peu de méfiance peut-être vis-à-vis peut-être d'un trop-plein de confiance justement, avec peut-être le mauvais souvenir d'il y a une vingtaine d'années en 2002? Ah bah oui, oui, on pourrait remonter dans le bus très vite, hein. Voilà, si on reprend l'image. Plutôt que d'éviter de descendre, on pourrait très vite remonter dans le bus, c'est vrai. À l'époque, on avait quand même les meilleurs attaquants européens et on n'a pas marqué un but. Hein. Donc là, oui, bien sûr qu'il faut rester méfiant, bien sûr qu'il ne faut pas avoir une confiance surdimensionnée. Et c'est peut-être un message qu'on peut aussi faire passer aux Bleus. Soyez confiants, ne le soyez pas trop, mais faites en sorte que vous puissiez nous faire vibrer, que ce soit en tribune pour ceux qui auront la chance de vous suivre, mais aussi derrière nos écrans pour ceux qui resteront à la maison et qui sont nombreux aussi, hein, parce que quand même, on a beaucoup de nos membres qui ont décidé finalement de rendre leur billet parce que les contraintes étaient beaucoup trop fortes et les incertitudes étaient beaucoup trop fortes. Ouais, on souhaite en tout cas à tous les supporters de l'équipe de France de pouvoir suivre les Bleus le plus longtemps possible. Merci beaucoup Fabien de ton intervention dans cette émission. On te souhaite évidemment bon courage déjà et de mettre beaucoup d'ambiance pour l'équipe de France. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas, l'équipe de France débute mardi prochain face à l'Allemagne. D'ici là, portez-vous bien et surtout, suivez bien le foot européen.